Un marathon, voilà ce qui distingue le Tour de Belgique historique des autres épreuves de régularité pour voitures anciennes. Pour la 3e édition de l'événement, l'organisateur DG Sport a tenu à faire évoluer son rallye. Si le programme était toujours au moins aussi copieux que les 2 années précédentes, le maître d'œuvre du parcours décidait de prendre quelques libertés avec la tradition et l'histoire afin que ce Tour de Belgique gagne en personnalité tout en ne reniant surtout pas le passé. On part d'un endroit inédit pour le Tour de Belgique, c'est-à-dire Mettey. On ne part pas de Huy ou de Choufontaine, comme c'était la tradition. Et on va effectuer, par rapport aux 2 premières éditions DG Sport, on va effectuer un vrai parcours de nuit pour avoir un vrai classement à l'issue de cette première étape. C'est donc sur le circuit Jules Tachny de Mettey que tout a commencé le vendredi après-midi avec les traditionnelles opérations de contrôle technique et administratif. L'occasion de constater qu'avec une 70aine d'engagés dans la catégorie phare, la caravane avait une fois de plus fière allure et regroupait tout ce que la Belgique compte de vrais spécialistes de la régularité historique. L'une des nouveautés majeures de ce millésime 2014, c'était l'introduction d'une nouvelle catégorie, le Critérium, réunissant des Gentleman Drivers par opposition aux Gentleman Racers de la catégorie phare, une manière judicieuse d'attirer de nouveaux concurrents. Il y avait pas mal d'équipages qui m'avaient dit « Tu sais, c'est trop dur, c'est trop sportif, on n'a pas assez de temps à midi. » Voilà, donc en réalité, c'était un petit peu ce qui nous était reproché. Voir quelques équipages, j'ai dit ok, on va faire quelque chose et on a créé ce critérium qui permet aux équipages familiaux, débutants ou disposant d'une voiture qu'ils veulent préserver en ne roulant pas sur des routes trop défoncées. On a créé ce critérium de manière à pouvoir durcir le Tour de Belgique et à le rendre vraiment sportif. Comme c'était le cas à Zolder par le passé, c'est par un test de régularité par secteur que débutait le Tour de Belgique. L'occasion bien sûr de profiter du circuit Jules Tachny de Mettey pour s'en donner une première fois à cœur joie. Le but du jeu consistait à imprimer un temps de référence pour le premier secteur, avec obligation de reproduire ce chrono sur le reste du parcours, ce qui donnait une première hiérarchie bien sûr amenée à évoluer. La caravane pouvait ensuite se mettre en route pour une première étape vrai de vrai qui allait profiter des innombrables possibilités qu'offre la région de Dinan. L'organisateur l'avait annoncé, cette année dès le vendredi soir, les écarts allaient être marqués et les premières difficultés majeures ne tarderaient pas à compliquer la tâche des concurrents. Le marathon national pouvait commencer. Ce qui a amené les concurrents une première fois au cœur de Dinan, après un premier passage via Maretsu. C'est sur la place d'Armes que les équipages pouvaient souffler quelques minutes avant de reprendre la route en direction du Castel de Pont-Alès pour y passer la première nuit. Au total, ce sont plus de 240 km qui figuraient au menu de cette longue première soirée. Parmi les incontournables de cette soirée apéritive pour le moins costaud, on relevait le passage par le local du Dinan Classic Club, où le Tour de Belgique historique se sentait bien sûr chez lui. Ambiance garantie, le temps de casser la croûte avant de poursuivre la route. Autre particularité du Tour de Belgique, des contrôles à l'ancienne dans l'un ou l'autre café au cœur des villages. Celui de la place de Purnod figurait déjà au menu de la première étape. L'occasion de se rendre compte que si les concurrents défilaient les uns après les autres, un premier équipage majeur manquait déjà à l'appel. Vainqueurs l'an dernier, Dominique Olvoet et Björn Van Overskelt étaient sortis de la route sans gravité heureusement, peu après le premier passage par Dinan. La légende du Tour de Belgique était donc déjà en marche. Samedi matin, c'est en toute logique depuis le Castel de Pont-Alès que le peloton pouvait se mettre en branle et cette fois les concurrents du Critérium étaient de la partie. Après une nuit réparatrice, le programme du jour était particulièrement copieux avec pas moins de 500 km à avaler sans se tromper, dont 193 décisifs pour l'élaboration du classement final costaud. Le
Le début de deuxième étape voyait les concurrents prendre la direction de la France toute proche, avec une première halte sur un autre circuit de légende, celui de Chimay. L'occasion d'un nouvel affrontement en quête de la moyenne idéale et un groupe de leaders qui commençait déjà à prendre forme. Une bonne heure plus tard, la caravane du Tour de Belgique historique passait furtivement la frontière avec la France pour se retrouver sur le territoire de Rocroi, où se loge une piste d'essai fréquentée par des équipes de renom, le pôle mécanique des Ardennes. C'est large, c'est sécurisant et c'est parfait pour un nouveau test de régularité, avec une meilleure performance à mettre à l'actif de la Porsche 911 de Raymond Orny et Christophe Hayet, qui figuraient bien sûr dans le groupe des prétendants à la victoire. Du côté de Rocroi, la situation n'avait pas l'air brillante pour Willy Lux et Yves Noulanders, dont la Lancia Fulvia HF souffrait visiblement du côté de l'échappement. L'incontestable pôle d'intérêt de cette deuxième étape, attendu par tous les concurrents de la catégorie Tour de Belgique, c'est à Bohan-sur-Semois qu'on allait le trouver. Bien connu des animateurs de certains rallyes de la région, le site des Dolimars constitue en fait le terrain de jeu idéal. Désaffecté depuis 2001, ce camp de vacances qui fit la réputation de la région depuis la fin des années 60 est planté en pleine campagne. Et si on a l'impression de se retrouver juste après une guerre atomique, sportivement, le RT tracé au cœur du domaine était tout simplement impressionnant, intéressant et spectaculaire à souhait. Monotone, les rallyes de régularité, pas vraiment. À cet instant de la course, la situation au classement général plaidait en faveur de celui qui allait réaliser une grande performance dans les Dolimars, José Larep. En compagnie de Philippe de Planck, il quittait Bohan en tête du rallye, confirmant son statut de grand favori. Dans son sillage, on retrouvait les médaillés d'argent de l'an dernier, Bernard Jacquet et Yannick Albert sur Toyota Celica GT, avec en prime quelques passages en force. Les plus habiles le vendredi soir dans une région qu'ils connaissent parfaitement, Éric Pirot et Catherine Monard complétaient le top 3 provisoire avec la Renault 5 Alpine. Ils devançaient Raymond Orny et Christophe Hayet, bien entendu dans le groupe de tête, avec leur Porsche 911. Le top 5 du samedi en début d'après-midi était complété par une autre Opel cadette, celle de Claude Ninan et Christophe Simon. Des ennuis de boîte de vitesse l'ayant contraint à troquer son habituel Porsche 914-6 contre cette plus moderne 924, Daniel Reuter avait perdu un peu de temps le vendredi soir, mais sa remontée n'en était que plus belle. Une fois la récréation des Dolimars achevée, la caravane entamait une longue remontée en direction de Liège, terme de la deuxième étape. L'occasion de s'apercevoir que Johnny Delay et Eddy Gully n'étaient plus dans le coup pour la victoire finale, la superbe Ford Escort RS 2000 MK1 ayant été victime d'un souci technique avant réparation coûteuse en temps. Alors que la nuit tombait une deuxième fois sur le Tour de Belgique historique 2014, le classement général évoluait encore de manière drastique. Victime d'un bris d'amortisseur, José Larep et Philippe de Planck en restaient là et laissaient la vedette à Éric Pirot et Catherine Monard sur la Renault 5 Alpine. Déjà médaillé d'argent l'an dernier, Bernard Jacquet et Yannick Albert se maintenaient en embuscade avant l'étape finale, la Toyota Celica GT pointant à une dizaine de points seulement des leaders provisoires. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, pas de problème, on a bien roulé. Bon, 1 ou 2 secondes perdues à gauche à droite, mais pas de grosse erreur, donc on est content. Bon, d'après les premiers échos qu'on a ici, si on tient compte de l'éventuel abandon de José Larep, apparemment vous serez devant. Ah ben, ça fait plaisir à entendre. Superbe remontée en 3e position pour Daniel Reuter et Christian Bernard, bien décidés à tenter leur chance au volant de la Porsche 924. Ça s'est très bien passé. Des très belles routes, bien glissantes comme on les aime et très piégeuses aussi. Alors apparemment vous êtes dans le groupe de tête, c'est pas vraiment une surprise, hein, on connaît la dextérité de l'équipage avec Christian notamment. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose, garder quoi sous le pied, dans la tête pour demain, ça se passe comment? On va faire le maximum, hein, mais les autres aussi vont faire le maximum. C'est quoi le plus dur? De rester concentré. Parfois vu que le rallye est très long, aujourd'hui on a démarré à 8 h du matin et maintenant il est 20 h, donc ça fait 12 h. On s'est arrêté un quart d'heure à midi. Donc c'est très très long, tout le temps, rester concentré, c'est ça qui est le plus dur. Handicapés par une erreur commise le vendredi soir, Raymond Orny et Christophe Hayet emmenaient le groupe de chasse avec la 911. Tout espoir n'était pas perdu. De bonne régularité dans les spéciales. Je pense que bon, on est trop mal placé.
Le seul souci, c'est qu'hier, Christophe a fait une petite erreur dans ses temps. C'est ça qu'on a été relégué quelques places en arrière. Mais bon, je pense que ce n'était pas encore fini. Il y a encore demain une longue journée. Vous avez une idée de votre classement pour l'instant? Pour l'instant, nous sommes 4e. Sans cette pénalité encourue, on pourrait revendiquer la première place. Mais bon, le rallye n'est pas encore fini, il se termine demain. Quant au groupe des gros outsiders, il comptait l'Opel Kadett GT rescapé, celle de Claude Linan et Christophe Simon, qui conservaient provisoirement sa place dans le top 5. Datant de 1971, la Porsche 911 de Paul-Henri et Eric Damso pointait elle aussi dans le bon wagon, chassant une sérieuse place d'honneur. Petite déception sans doute pour Dirk Van Rompuy et le rescapé des frangins Van Overskelde, Jens, dont la superbe MGB GT V8 se retrouvait au 7e rang provisoire, pas réellement en mesure de bousculer la tête de la course. Une remarque valant aussi pour la non moins belle Porsche 911 d'Yves de Flandre et Joseph Lambert, qui pointa à plus de 300 points des leaders, mais qui conservait toutes ses chances dans la lutte aux accessis. Quant à la meilleure BMW au terme de la deuxième étape, il s'agissait de la 2002 TII de Pascal Gonin et Claudie Contant, qui pointait à une excellente 9e place provisoire, quelques dizaines de points devant les autres bavaroises de Robert Hartz et Eric Chapa, d'une part, sur une originale version Touring, Hubert Musti et Anton Dupont, de l'autre. Petite déception sans doute pour Claude Verel et Yves Thirionnet, dont la Ford Cortina GT ne pointait pas réellement dans le haut du classement, conséquence d'une regrettable erreur, mais la course était loin d'être finie. La voiture, elle est fiable, ça on le sait depuis des années, donc elle le démontre encore une fois aujourd'hui. Donc c'est pas de ce côté-là qu'on doit avoir des craintes, effectivement. Et c'était d'où alors les craintes? Pas particulièrement, non. C'est d'arriver au bout, mais on y arrivera, ça c'est sûr. Claude, une bonne journée, une bonne appréciation à la fin de la journée ici? Oui, je pense qu'on a quand même fait une bonne remontée parce qu'on était un peu déçus de hier. On s'est un peu fait avoir quand même. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a fait un peu la différence avec le terrain qui était quand même assez piégeux. Au nombre des voitures les plus remarquables de ce Tour de Belgique historique 2014 sont relevés sans conteste cette Alpine A110 que se partageaient Tom Luca et Benoît Jomeau. Sans doute pas la voiture idéale pour ce type de parcours, mais un succès assuré dans le cœur des fans d'anciennes en mode compétition. On s'est bien amusé, il y avait pas mal de petites floches à éviter, on en a évité quelques-unes, pas toutes, et dans la voiture, une fois qu'on est dedans, on est bien. Déjà, il faut s'installer, mais une fois qu'on est dedans, on est bien. Elle est basse, donc elle touche à certains endroits, mais on est passé partout. Donc voilà, c'était très chouette, vraiment. C'est très chouette, il y avait un peu de terre bien évidemment, on avait un peu mal de temps en temps en entendant que ça tapait au niveau de l'Alpine. Oui, mais en même temps, j'ai une plaque tout le bas, et puis il y a une vis qui dépasse, et c'est elle qu'on entend. Donc on va l'enlever ce soir, parce que dans la voiture, ça crie beaucoup, Ce qui nous amène aux concurrents de la catégorie Critérium, qui ont parcouru 445 km, évitant juste les routes les plus délicates ainsi que les tronçons parcourus de nuit. Une catégorie où la variété des autos était impressionnante, et les yeux du public convergeant néanmoins vers cette rutilante Ferrari 308 GTB Groupe 4, propriété de Michel Thierry, préparée par son copilote Louis Petitjean, un bolide au cheval cabré qui n'allait pas repartir le lendemain matin. Je ne l'ai pas pris très longtemps et on disait bon on va essayer, mais on s'est quand même rendu compte qu'elle n'est pas très adaptée, surtout qu'on s'était mis au critérium parce qu'on nous avait dit il n'y a pas trop de terre, pas de chemin de terre, etc. Alors que bon, franchement, il suffit de voir l'état de la voiture pour comprendre qu'on est passé quand même dans des endroits assez difficiles. Et elle était un peu trop basse, donc elle touchait, on a beaucoup touché. Et donc voilà, c'est pas l'idéal, il faut qu'on revoie la suspension, la relever, etc. Mais ce n'est pas la voiture la mieux adaptée pour ce type d'épreuve. Cette catégorie Critérium prenait rapidement l'allure d'un duel entre Opel pour la victoire. Et au terme de la première étape, pour les Gentleman Drivers, c'est la très belle Ascona 400 de Michel de Crémer et Patrick Lien qui menait la danse. Un bolide au Blitz qui emmenait dans son sillage un autre modèle de la marque, la Kadett GTE de George Thomsen et Stéphane Detting. Une cinquantaine de points séparaient ces deux équipages après 11 tests de régularité. Derrière les deux Opel, les Porsche 911 s'en donnaient à cœur joie avec un avantage provisoire pour Christian Crucifix et Isabelle Denier, 3e du classement général. Le top 5 provisoire était complété par une autre 911, celle de Damien et Émilie Courtens, qui devançait la Volkswagen Golf GTI première génération et demi de Georges et Jean-François Neuville. On notait les excellents débuts de Loreto De Cecco, le papa de Cédric, en compagnie de Rudy Lucas, à bord de cet Audi coupé unanimement baptisé Quattro Formaggi.
Jamais à court d'idées pour offrir un maximum de prestige à leur épreuve, les têtes pensantes de DG Sport avaient prévu une arrivée unique en son genre pour cette fin de deuxième étape. C'est en effet dans la cour du Palais des Princes-Évêques de Liège que la caravane achevait cette étape très longue. Un parc fermé comme on en voit rarement, même si quelques projecteurs n'auraient sans doute pas été superflus afin de mettre les belles racées d'antan en valeur. Une nuit plus tard, c'était reparti pour l'ultime étape du Tour de Belgique 2014 avec au menu 285 km à travers la SB et le Condro avant de se diriger vers la région spadoise pour une arrivée en deux temps sur le circuit de Spa-Francorchamps d'une part, au cœur de la ville d'Eau de l'autre. Avec pas moins de 7 nouveaux tests de régularité au programme, la dernière partie du rallye n'avait rien d'une promenade de santé. Rodés à l'exercice, Éric Pirot et Catherine Monard n'allaient pas baisser leur garde. Après des prestations routières sans la moindre fausse note, ils se présentaient sur le circuit de Spa-Francorchamps en leader pour remporter une victoire amplement méritée. Le troisième essai a donc été le bon pour l'équipage de la Renault 5 Alpine, aux couleurs du bolide, au volant duquel un certain Jean Ragnotti a pris une épatante médaille d'argent au rallye de Monte-Carlo 1978. Après 3 ans où, je veux dire, on pouvait gagner la première, on pouvait gagner la deuxième, et puis ici on la gagne. En plus devant un copain, on s'est battu avec lui vraiment très très près, ça se joue à pas grand chose. Et je pense qu'on était les deux équipages un peu au-dessus du lot parce que le Tour de Belgique démarrait chez nous et la nuit du vendredi nous a bien aidés. Catherine, une dame remporte le classement général côté copilote. J'imagine chez vous ça doit être une fierté toute particulière. Oui, je ne m'y attendais pas du tout. Je n'ai pas fait trop d'erreurs, ça s'est bien passé. J'espérais jusqu'au bout. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais très concentrée et finalement, je le remporte. Je suis très contente. De manière assez incroyable, les deux autres marches du podium final échouaient entre les mains des équipages qui avaient déjà décroché l'argent et le bronze l'an dernier, à commencer par Bernard Jacquet et Yannick Albert, qui deviennent gentiment les poulies d'or du Tour de Belgique avec leur Toyota Celica GT. À la plus petite marche du podium, elle revenait à Willy Lux et Yves Noulanders qui ont pleinement profité de la règle des jokers pour effectuer une impressionnante remontée de la 10e à la 3e place. Ah oui, on fait la même chose que l'année passée. Tantôt à l'arrivée, je t'avais dit entre 3 et 5, et j'étais pas sûr. On est 3, on est très contents parce que le rallye était beaucoup plus dur que l'année passée. Et je dirais que 2 et 3, c'est le même, pas le même tiercé, le même duo. On est très content parce qu'en plus, c'est pas une fierté, mais on est le seul équipage dans les 20 premiers qui roule sable unique. Donc on roule vraiment avec l'appareillage de base. On est très content et je me suis bien amusé. Un beau rallye très dur, mais je crois que c'est plutôt réservé à une catégorie de concurrents comme les pros, entre guillemets. Pas de podium final, mais la meilleure performance sur le circuit de Spa-Francorchamps pour Yves de Flandre et Joseph Lambert, dont la Porsche n'a jamais faibli durant le week-end, s'imposant dans la classe 5. Quand on vient dans un rallye de régularité, on souhaite toujours la première place. Bon, voilà, on termine 4e avec un prix qui me plaît beaucoup, c'est le meilleur temps à Francorchamps. C'est quand même assez mythique. Bon voilà, on essaiera de faire mieux la fois prochaine, quoi. Une classe 5 où la victoire s'est jouée pour quelques tout petits points, Dirk Van Rompuy et Jens Van Overskelt échouant en 5e position du classement général avec leur rutilante MGB GT V8. Preuve que la moindre erreur peut faire la différence, Daniel Reuter et Christian Bernard ont finalement pris la 6e place finale avec leur Porsche 924, ce qui ne les a pas empêchés de s'imposer en classe 3. Une catégorie dans laquelle ils devançaient la Porsche 911 de Raymond Orny et Christophe Hayet, qui n'ont pu poursuivre plus haut le remonté. Excellente prestation pour l'Opel cadette de Claude Ninan et Christophe Simon, qui s'est constamment maintenu dans le groupe de tête, ce qui lui valait la 8e place générale, la 4e en classe 2. Pas de changement dans la coupe BMW puisque la meilleure bavaroise restait la 2002 TII de Pascal Gonin et Claudie Contant qui échouait en 9e position, complétant le podium de la classe 3. C'est l'équipage lauréat dans la classe 4 qui complétait le top 10 final, la Porsche 911 de Paul Henry et Eric Damso qui pouvaient se targuer d'un parcours de toute beauté.
top 10 général loupé de rien pour la BMW 2002 TII d'Hubert Musti et Anton Dupont qui conservaient le meilleur sur la version Touring de Robert Hartz et Eric Chapa. Dauphin de Henri et Damso en classe 4, Victor et Jérôme Guillemin partageaient eux aussi une Porsche 911 performante. Ils se sont classés 13e du général. La meilleure italienne à l'arrivée était l'Alfa Romeo GT Junior de Michel Hermans et Michael de Mortier qui parvenaient à intégrer le top 15 absolu, soit le 6e rang en classe 3. Pas d'accessite, mais une 15e place finale pour la très belle MGB d'Étienne Bonnier et Benoît Remion, qui étaient les premiers à passer le cap des 1000 points de pénalité. Signalons encore le podium en classe 5 de la Porsche du Français Philippe Fuchet, qui n'a pas eu peur de venir se frotter aux Belges sur leur terrain, il est vrai, accompagné de Jean-Yves Bosé. Le podium, il en était également question, mais en classe 4 cette fois pour la Porsche 911 Chronos de Jean-Pierre Mondron et Eric Werner, 17e du classement général. Pour compléter le top 20 absolu de ce Tour de Belgique millésime 2014, on pointait encore une autre Porsche, celle de Jacques Fievé et André Lys, qui devançait l'Alfa Romeo Giulia de Baudouin Lempereur et Eric Driesen, mais aussi la BMW 1602 de Didier Cahouet et Kevin Plainevaux. Preuve que les jeunes ont aussi leur mot à dire en régularité historique, Renaud Herman clôturait une première saison dans le baquet de droite au 21e rang général, en compagnie de Michel Clojon sur cette BMW 2002 TII. La victoire dans la plus petite des classes revenait à la Mini Cooper Innocenti de Baudouin Halleux, cette fois au volant, et Jean-Pierre Weiss. La Mini devançait cet autre inconditionnel du Tour de Belgique, Vincent Sneyers, qui a une fois encore tout donné au volant de sa Simca 1100 spéciale, qui plus est avec un copilote à la fois frangin et inexpérimenté, prévenu sur le super tard. Gros ennui dans la RT10, donc RT10, on prend le maximum de poids, RT11 pour nous c'était mort, mais on était là ce matin pour redémarrer et on est là pour terminer. Alors bien sûr, d'une année à l'autre, les problèmes de la Simca, les difficultés de la Simca sont les mêmes, hein, pas trop de chevaux bien évidemment, donc c'est gaz à fond, il n'y a pas de compromis en fait. Non, c'est tout le temps pied plancher. Et les autres années, il y avait plusieurs petites voitures. Ici, on était vraiment, je pense, la voiture la moins puissante du plateau. Demander 10 jours avant le rallye, il fallait bien trouver un copilote, donc voilà. Maintenant, je me suis bien amusé, mais la tête tout le temps dans les papiers. Le podium des petits cubes était complété par l'inusable DAF 66 Marathon avec un Alain de Gives ayant lui aussi trouvé en José Delporte un copilote idéal à quelques heures du départ. Au nombre de 3 au départ, les Datsun 240Z ont assuré leur part de spectacle et c'est celle de Tristan Mirou et Benjamin Demour qui s'en est le mieux tiré. Présence à l'arrivée également pour cet autre équipage familial à ne plus présenter, composé d'Alain et Romain Dominissac sur Trion Dolomite. Rayon originalité, on ne peut que féliciter Benoît Galland et Olivier Bouge d'avoir misé sur la populaire Peugeot 404 pour relever le défi du Tour de Belgique. Ils ont vaillamment achevé l'épreuve en dépit de l'un ou l'autre avatar. Présence à l'arrivée également pour la très belle Porsche 356 1960 de Luc DeVos et Geert Kuipers qui ont intégré in extremis le top 30. Les 2 Volvo Amazon arrivés au bout de ce rallye, c'est celle d'Alain Trees et Dominique Dufran qui s'en est le mieux tiré, en dépit d'un passif de plus de 4000 points au moment du décompte final. Quant à la Porsche 914-4 de Michel Marchand et Olivier Roucourt, elle s'est parfois retrouvée dans des situations que l'on peut sans conteste qualifier de scabreuses, heureusement de bons samaritains. Veillez. Signalant encore la présence au bout du marathon de la BMW 1602 de Floride Tcheco, l'oncle de Cédric et Claude Buzyn, qui n'avaient pas oublié d'emmener leur bonne humeur permanente. Arrivée également pour la toujours originale Triumph TR7 de René Franchi et Marc Sevrin, une belle anglaise datant de la fin des 70s. Quant à Thierry Lange et Marcel Fusillé, ils ont joué une autre carte de l'originalité en alignant cette Peugeot 504 dans sa version V6 coupée et ils sont allés jusqu'au bout. Prestation à relever également pour les débutants qui étaient Philippe Van de Waal et Maurice Demol qui avaient misé sur une vraie ancienne pour découvrir le Tour de Belgique historique, cette très belle Volvo PV 544 de 1963. Beaucoup de pénalités mais présence à l'arrivée pour l'Austin Hillet 100/6 de Denis Duquesne et Stéphanie Kaufmann qui n'ont pas ménagé leurs efforts.
Parmi ceux qui n'ont pas vu Spa, et certains même pas Liège, ont pointé la Volvo 122S de Damien Chabal, pourtant fort bien accompagné de Freddy Mours. Spectaculaire comme jamais, Chavant a embarqué le journaliste Alexandre Peters, mais surtout cette encombrante Volvo 142 dans de grandes dérives, sans pour autant être en mesure d'aller jusqu'au bout. Manquait également pour un gabarit nettement plus petit, la Lotus Elan d'Alexandre Delay et Antoine Ourban, qui représente la nouvelle génération, en régule. Du côté du Critérium, le classement n'a guère évolué durant l'ultime étape de 275 km, avec une victoire pour une vingtaine de points pour l'Opel Ascona 400 de Michel de Crémer et un Patrick Lien qui espère vivement retrouver la catégorie phare l'an prochain. Moi aussi j'étais étonné de m'y retrouver parce qu'en fait je devais rouler le Tour de Belgique avec David Dame et il y a à peu près 3 semaines il m'a annoncé que la voiture n'était pas prête et ne pourrait pas rouler et donc je me suis mis sur la liste des copilotes disponibles et heureusement Michel m'a demandé de rouler comme sa voiture n'était pas éligible au Tour de Belgique. J'ai donc roulé au Critérium, ça a été un week-end formidable avec lui, découverte, belle voiture, beau pilote, une belle équipe, génial. Puis la victoire à l'arrivée, absolument la cerise sur le gâteau. Oui, parce que là non plus on ne s'y attendait pas, on avait fait nos petits calculs, j'avais fait une petite faute de calcul dans une prise de temps et voilà, je pensais que c'était foutu. Et puis heureusement, les seconds ont fait une petite faute ce matin, ça a compensé notre erreur et ça nous a permis de gagner sur le fil, donc on était vraiment surpris à tous les niveaux. Ce qui signifie que derrière, Georges Thomsen et Stéphane Deuting n'ont jamais relâché la pression avec l'Opel Kadett GT, mais ils clôturent l'épreuve en deuxième position, tant au général qu'en classe 3. Le podium final était complété par la Volkswagen Golf GTI de Georges et Jean-François Neuville, qui a effectué un joli bond en avant dans le classement lors des joutes dominicales, un duo qui a également pris à son compte la classe 2. Original, la Lancia Beta Monte Carlo de Jean Lemaître et Patrice Simon l'est assurément, surtout avec de telles couleurs, une belle italienne qui a complété le top 3 en classe 3. C'est la très belle MGA de Rolf et Wouter Terlinden qui a pris la deuxième place en classe 2, preuve qu'on peut prétendre à un résultat de choix avec une voiture qui date de 1960 et qui affiche une ligne fabuleuse. Dans la plus grosse catégorie, Claude Planchon et René Beyers sont apposés cette Porsche 911 SC, comptant parmi les plus récentes du rallye, puisque datant de 1983, un résultat s'accompagnant d'une flatteuse 6e place finale. De MGA, il en était aussi question pour Patrick et Jasper Beekens, si ce n'est que celle-ci était engagée en classe 3 et datée de 1958, de quoi en faire la doyenne du plateau Critérium. Victoire d'une Alfa Romeo dans la plus petite des catégories, en l'occurrence la Giulietta de Patrick et Geoffrey Star qui se sont partagés le volant. Un Geoffrey Star de retour en compétition après quelques saisons de monoplace il y a un certain temps. Top 10 général et victoire en classe 4 pour la Quattro Formaggi de Loreto De Cecco et Rudy Lucas qui n'ont nullement loupé leur grand début sous le signe des anneaux. Pas de podium en classe 3 mais une belle prestation malgré tout pour Stefan Van Voren et Jochen Moortjaert sur cette Porsche 911R vrai de vrai que pilotait Peter Tschun l'an dernier sur cette même épreuve. Sans surprise, Gisèle Thirionnet était la meilleure dame du Critérium, accompagnée de Frédéric Becker, d'autant plus remarquable qu'elle était au volant de cette Fiat 124 Abarth. Pour en finir avec les distinctions, soulignons encore la médaille de bronze en classe 2 pour la Porsche 356 des pistards Jan de Vogt et Rudy Doms. Le deuxième meilleur équipage mixte était composé de Fabien de Scatsen et Anne de Renesse qui se partageaient l'habitacle de cette Porsche 911. Nettement moins de chance par contre pour Christian Crucifix et Isabelle Donnier qui revendiquaient clairement un podium final avant que tout ne s'écroule à 2 regularity tests de l'arrivée. Abandon aussi pour cette autre Porsche, celle de Damien et Émilie Courtex. Au bout de ce marathon de la route des temps modernes, mais en ancienne, DG Sport peut se féliciter du succès rencontré par le Tour de Belgique en 3 ans à peine. L'épreuve est plus que jamais devenue un incontournable de fin de saison. Preuve ultime que les rallyes de régularité pour véhicules anciens ont plus que jamais le vent en poupe. Vivement l'automne 2015.